Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je reçois le CEO d'une boîte non scalable. Et je suis très content d'ailleurs. Comment vas-tu, Olivier ? Salut, bonjour. Merci de me recevoir. On est où là ? On est ici dans un bureau qu'on utilise pour faire les showrooms, le showroom de réalité virtuelle, pour montrer à nos clients les capacités qu'on peut faire dans ce domaine autour du métaverse et des expériences en réalité virtuelle. Voilà. Bureau qui a une rallonge. On a réussi Exactement. à en trouver une. Donc... Exactement. Bon, on a déjà mis un peu les pieds dans le plat, mais est-ce que tu peux nous présenter ? Tu nous parles d'intelligence artificielle, tu me parles de VR, Pourquoi ? Et j'ai dit que c'était pas scalable non plus. Pourquoi ? J'allais dire qu'est-ce que Mantou et non Mantou, car j'ai fait l'erreur en off et tu vas nous expliquer aussi pourquoi. Écoute, Mantou, c'est un groupe de services et de conseils aux entreprises qui compte aujourd'hui une dizaine de milliers de personnes. On travaille dans 60 pays et on approche le milliard de chiffre d'affaires. Donc effectivement, on ne peut pas dire qu'on soit encore vraiment scalable, mais on commence à s'en approcher. T'es pas une start-up, hein. Non. Créé quand ? On va fêter les 17 ans en janvier de l'année prochaine. Donc ça a été une croissance extrêmement forte et rapide et qui continue toujours. Avec la particularité d'être indépendant aussi. Ouais. Qui est une des valeurs socles du développement de l'entreprise. Et donc, on a fait ça. Et donc, notre métier, c'est tout simplement d'assembler les meilleures technologies et les meilleures équipes pour aller aider nos clients à réussir plus vite et durablement. Voilà, pour faire très simple. Et pour ça, on a 4 practices différentes qui couvrent l'ensemble des métiers du conseil et du service. C'était extrêmement vaste. Mais on est sur un marché, tu parlais de scalable. Si je te prends une image... Si on imagine que le plus gros acteur du monde, c'est un marathon donc de 44 km, ouais. 42 km, pardon, on a dû faire 800 mètres. Ok, donc il nous reste un peu de travail. C'est important parce que souvent, on dit aux équipes, quand tu commences à avoir 10 000 personnes, ça commence à être une grosse boîte. Et en fait, on est tout petit. On est vraiment tout petit par rapport à un marché qui est colossal et où il est possible de scaler. Je vais mettre les pieds dans le plat. 50% de votre parcours, ça représente quoi en chiffres selon toi ? Si vous êtes à même pas 10% là, le jour où vous atteignez 50%, tu représentes ça à combien en chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, si tu raisonnes en chiffre d'affaires, le plus gros acteur du marché, c'est de l'ordre de 60 milliards de chiffre d'affaires. Ok. Et c'est l'ordre de quelque chose comme 760 000 employés. C'est quoi là ? On parle de grosses boîtes de conseil genre Big Four ? On parle de sociétés type effectivement un Accenture ou... ok, c'est l'ambition ? 400 000, 500 000 salariés. C'est pas forcément une cible, mais aujourd'hui, Mantou, on est dans le top 100 mondial, grosso modo. Donc c'est pour donner une idée de la taille du marché, qui est un marché énorme. En fait, on ne se rend pas compte, aujourd'hui, dans les entreprises, tout ce que tu utilises au quotidien, tous les produits que tu utilises, tous les services que tu utilises, 35% de l'innovation qui est faite par des entreprises de conseil et de services. On est les travailleurs de l'ombre de l'innovation. Et j'avais envie de te dire pourquoi, mais je veux surtout appuyer la dimension humaine. Quand j'ai dit que c'était pas scalable, c'est que justement, c'est un métier d'humain, mais il n'y a aucune tech sans humain. Donc pourquoi aujourd'hui, tu dis que 35% de la tech, c'est vous qui l'emmagasinez, et en même temps, tu dis que vous êtes toujours au tout début. Comment on arrive à voir ce truc d'humain non scalable, mais en même temps, on en a besoin ? En fait, si tu veux, la réalité, c'est que le monde a changé et change à une vitesse qui est phénoménale. Et le time to market, donc le temps de mise sur le marché d'un produit, d'un service, est devenu extrêmement court. Là où avant, quand tu sortais une voiture tous les 10 ans, aujourd'hui, tu la sors tous les 18 mois. Et donc, en fait... Donc, c'est des sprints dans le marathon ? Exactement. Et donc, les sets de compétences que tu te dois d'agréger sur un projet sont devenus d'abord beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, quand un projet, c'est toutes les compétences et tous les types de compétences qui existent, là où avant, c'était beaucoup plus siloté. Donc, ça t'oblige d'agréger les compétences multiples, variées.
sur une période de temps beaucoup plus courte et avec un ramp-up, une progression, une courbe d'apprentissage sur les technologies qui va de plus en plus vite. Et donc, de facto, le fait d'être capable d'agréger les compétences. Au passage, aujourd'hui, à peu près 40% de la population mondiale est de type freelance ou équivalent. Ouais. Ça sera probablement 70% Indépendant, tu veux 30. dire? Ouais, exactement. Ouais. Ou en tout cas, dans une relation non classique de travail. Donc du CDI. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce à quoi nous on croit, c'est que l'entreprise de demain, et ça a déjà commencé, c'est une entreprise en fait qui va agréger des compétences au gré des projets qu'elle réalise. Donc une entreprise, elle va avoir une mission, elle va avoir un rôle. Par exemple, je suis Apple, c'est de concevoir des beaux produits et des téléphones. Et en fait, la réalité, c'est que c'est pas toi qui les fais, les téléphones. Et donc toi, tu vas assembler. Voilà. Je prends l'exemple d'Apple parce que Apple n'a jamais construit un seul téléphone. C'est pas le cas, c'est Foxconn qui le fait. Ouais, ok, mais C'est ils sous-traité ont aujourd'hui. designé. Exactement, mais par contre, Ok. tout est sous-traité. Bien Et en sûr. fait, la réalité, et ce vers quoi toutes les entreprises évoluent, et c'est ce à quoi nous on croit, c'est comment je vais agréger les compétences. Ça pourra être des salariés dans un statut classique de salarié, des indépendants, des sociétés de conseil, des bureaux d'études, des ensembliers, des opérateurs, des sous-traitants, voilà. Et en fait, tout cet agencement de la compétence et comment tu les fais travailler ensemble, c'est ce à quoi nous on contribue et ce à quoi nous on croit dans le futur et comment les entreprises demain devront s'adapter. Ça, c'est un premier chantier. Le deuxième qui est évident, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera, c'est l'impact de l'IA générative, qui est un changement de paradigme massif, qui, à mon sens, n'est encore pas aujourd'hui intégré sous le bon angle. On reviendra probablement là-dessus tout à l'heure. Hyper clair, mais du coup, je suis obligé de te poser cette question. Donc, je reprends hein, l'avantage compétitif en fait d'une entreprise. Là, tu nous as pris Apple qui est très tech, mais tu peux prendre aussi une boîte de conseil comme Manitou. Ça reste l'humain. On est bien d'accord. Le CDI est mort aujourd'hui? Ou est-ce que c'est quoi les nouveaux moyens d'attirer justement cette main-d'œuvre pour faire en sorte qu'un Apple puisse toujours sortir les plus beaux téléphones, malgré que ce soit pas eux le manufactureur? Si tu raisonnes en termes de marque employeur, la capacité d'une entreprise demain à attirer les talents dépend de beaucoup de choses. La forme dans laquelle ils vont travailler et collaborer avec une entreprise sera différente et sera multiple en fonction aussi des envies et des attentes de chacun. Ce qui est probablement très sûr, c'est que le CDI, le contrat de travail à durée indéterminée, ne sera plus la forme standard de collaboration. C'est en partie, ça a déjà commencé, c'est un phénomène qui continue. Si on prend sur la capacité d'attirer des talents, la première chose va être déjà d'avoir un environnement qui correspond aux attentes de la génération qui arrive. La première chose, c'est lié à l'impact sociétal de l'entreprise. Demain, une entreprise qui n'adressera pas les sujets d'impact sociétaux ne pourra pas recruter. Et encore une fois, ce n'est pas une question de conviction personnelle. C'est une question D'être en accord exactement et avec les attentes de la génération qui arrive, pour lequel c'est une exigence fondamentale. Mais pourquoi dans une boîte, on va pas donner de nom, mais des boîtes qui font quand même, ou qui pourraient demain faire du bien à notre planète, pourquoi sous la forme d'un CDI, ce serait toujours pas attractif? Mais ça peut tout à fait l'être. Oui, mais tu dis que c'est quand même plus indépendant aujourd'hui, qu'il y a le statut d'indépendant. Ce que je dis, c'est que la forme de travail et la forme de collaboration, la génération qui arrive aujourd'hui a un rapport au travail qui est différent, qui est un rapport pour lequel je fais des projets parce que ça m'intéresse, ça a du sens, ça a de l'impact, et je ne suis pas toujours forcément dans le même type de relation. Là. Mais c'est pas vrai pour tout le monde, encore une fois. Et probablement, et peut-être que ça changera un jour, mais il y a ce phénomène-là aussi. On a, c'est massif dans le monde, et c'est cette génération. Ici, c'est aussi le mode de collaboration qui a été amplifié par le Covid, pour lequel nous, on travaille depuis maintenant probablement 16 ans ou bientôt 17 ans, de façon remote, en équipe dispatchée, etc. C'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ont découvert avec le Covid il y a 3 ans. Ça aussi, ça impacte complètement le mode de management, qui est de moins en moins verticalisé, la collaboration, la façon de communiquer, etc., etc. Vous avez été très flexible, agile au niveau du Covid, là où d'autres boîtes ont pris beaucoup plus de temps à s'adapter? Alors, probablement oui. On a fait 7% de croissance l'année du Covid, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est beaucoup moins que nos 40% habituels, mais ce qui est plutôt bien. Oui, on a réagi très vite. Le secteur était en décroissance ou pas? Ça a été compliqué pour beaucoup de monde. Ça a été compliqué pour nous aussi. Faut être oui, très clair. c'est quand même en croissance. Mais effectivement.
ce qui est vrai, c'est que... Alors, il y a deux facteurs. Il y a le premier, c'est qu'en tant que dirigeant, quand tu as déjà vécu plusieurs crises, et moi c'est mon cas, c'est ma troisième majeure, en fait, tu réagis plus vite, beaucoup plus vite, parce que tu as déjà vécu ça. Donc forcément, et je suis pas le seul, quand je dis je suis pas en dirigeant, on est plusieurs à avoir déjà vécu. Donc ça, c'est extrêmement utile, parce que tu as des réflexes et des codes où tu vois les signaux faibles de la captation et tu sais que il vaut mieux réagir très très vite, très très fort. Au pire, c'était exagéré, c'est pas très grave. Par contre, si on a raison, tu es en sécurité. Le grand danger à ce moment-là, c'est l'inaction. Oui, ouais. Et c'est de faire l'autruche, quoi, de se cacher et de se dire que ça ira mieux. Alors nous, on a eu de la chance aussi dans le malheur, hein, et encore une fois, je mets de côté les problèmes humains, c'est qu'en fait, on a 44 personnes qui travaillent à Wuhan, en Chine, et donc on était confinés 2 mois avant le monde. On est même sorti de confinement à Wuhan quand on est rentré en confinement en Suisse ou en France. Je ne connais plus la date en France en particulier, mais alors en Suisse, ça devait être à peu près dans ces eaux-là. Ouais. En fait, on est sortis, nous. Donc ça faisait 2 mois que Jean-François, le DG du groupe, Julien, les équipes, avaient travaillé sur les masques, le gel, etc., les pneumatiques, etc. Donc on commençait à être rodés. Puis surtout, on a vu ce qui était en train d'arriver et on se rendait bien compte de ce qui était. Donc ça, c'était... on va dire une chance dans la difficulté, c'est qu'on l'a anticipé encore plus que les autres. Mais pourtant, à l'époque de la Chine, on se disait que c'était un truc en Chine. Ensuite, ça arrivait en Italie, on s'est dit, ça reste encore en Italie. Et puis très rapidement, on s'est dit que c'était global. Tu parlais de signaux faibles. Je ne sais pas si tu as des exemples, mais qu'est-ce que tu peux anticiper? Parce que, ok, tu peux anticiper le remote. Bon, ça, c'était déjà fait. Vous pouvez anticiper le fait que vous n'allez plus vous voir en physique. Donc, comment dire, comment on appelle ça? Confinement. Ouais. C'est quoi les autres signaux? Comment tu as été capable soit de limiter la casse, soit carrément de faire de la croissance cette année-là? Tu te rends compte que il va falloir mettre que ça dépend aussi de tes clients, parce que ça dépend pas que de toi. Il y a eu des changements dans leurs habitudes. Et qu'il va falloir là. Exactement. Tu te rends compte aussi que il faut faire une task force, une organisation pour aller gérer ces problématiques avec une gestion de projet, des sujets spécifiques. Vraiment, encore une fois, c'est tu mets en place la protection. Tu sais, c'est un peu comme quand tu tombes, tes muscles vont faire une espèce de carapace autour de tes os pour éviter que tes os se cassent. C'est le même principe. C'est comment je fais la carapace autour de l'entreprise. Voilà. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais au moins, si quelque chose se produit, voilà. Et donc, c'est tous ces éléments que tu vois. Tu dis, OK, soyons prudents. Par exemple, le cash. Tu vas tirer toutes tes lignes de cash. Toutes, sans exception, et tu les as sur ton compte en banque. Ça peut paraître complètement stupide, parce que tu vas payer les intérêts, même si à l'époque, les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles par rapport à aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais voilà, et ça, c'est un réflexe en général de dirigeants qui ont déjà vécu des crises, que les banquiers connaissent, qui est, tu prends tout ce que tu as en ligne, tu les tires, tu les mets chez toi. Parce que si jamais une banque dépose le bilan, l'argent est chez toi. C'est ce qui s'est passé, tu sais, il y a eu cette banque, je crois, dans la Silicon Valley qui est morte. La SVB. Ouais, c'est ça, il y a quoi, il y a 1 an ou 2 il y a peut-être moins. Dernière question, on ferme cette parenthèse. Enfin, on va quand même parler en filigrane tout le long du podcast du recrutement. On a compris que c'était ton cœur de métier. En tout cas, ce qui permet de nourrir Mento. Tu ne fais... Spoiler, tu n'es pas né après 2000, je crois. Donc, tu ne fais pas partie de la Gen Z. Non, carrément pas, je te confirme. Non, je te demanderai pas ton âge, t'inquiète pas. Moi, non. J'ai 49 ans, je suis né en 74, donc tu vois. J'ai envie de te poser cette question de est-ce que tu trouves que c'est de bonne augure tous ces changements de besoins tu vois, professionnels de la part de cette nouvelle génération? Est-ce que c'est de bonne augure pour Mento, mais même pour notre société en général? Ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est une opportunité. J'aimerais comprendre comment toi, si c'est une opportunité, je pense que oui, comment tu l'attaques? Moi, je suis un éternel optimiste. Donc, moi, j'aime le changement. Je suis toujours content. J'aime ça. Voilà, donc je vois plutôt les choses qui apportent là que de voir les dérives ou les défauts, etc. Donc, après, probablement qu'un jour, ça changera. Ce jour-là où je serai définitivement trop vieux. Mais aujourd'hui, moi, je vois toujours les opportunités dans toutes les situations par ailleurs. Donc c'est une opportunité assez fondamentale de transformer les modes de management, de se remettre en question, transformer les entreprises, de transformer le monde dans lequel on vit. Enfin, je trouve que c'est assez génial. Et j'ai toujours aimé faire confiance aux jeunes, probablement parce que on m'a fait confiance quand j'étais jeune, et du coup c'est quelque chose évidemment que j'ai tendance à reproduire, quoi.
Bon, pour que les gens restent encore, et on va en parler après, mais une histoire assez folle où il y a des personnes qui sont rentrées en stage chez vous, qui aujourd'hui occupent des gros postes de direction. Hmm. Donc on va en reparler. J'aimerais revenir à Mento. Bon, déjà, explique-moi pourquoi Mento. Et tu peux me redire, je sais pas si tu nous as dit nombre de pays et nombre de collaborateurs. Oui, 10 000 personnes aujourd'hui, 60, un peu plus de 60 pays. Donc autant de cultures et presque de langues Je crois qu'on différentes. a 110 nationalités, quelque chose comme ça. Ok. Donc ça commence à être pas mal, mais il en reste encore quelques-unes, hein. Il doit y en avoir 193 de mémoire dans le monde. Ouais, c'est ça, le nombre de pays qu'il y a. Un nombre de pays, Ouais. donc tu vois, on Ouais, est pas- ça va, c'est une belle couverture déjà. c'est une belle couverture. On opère sur tous les continents, c'est une belle couverture, oui. English, hein? Vous parlez qu'en anglais en interne ou Bah, quand tu parles avec quelqu'un qui parle le même langue que toi, tu vas parler Oui, ta langue. mais je veux dire Mais quand sinon, c'est oui, des bien trucs sûr, globaux. oui. Ok. Et du coup, Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Ouais, dis-moi. je crois que ça a changé, mais au début, quand, je sais pas, peut-être les 2-3 premières années, tous toutes les systèmes d'info étaient configurés en anglais. Donc, tous les setups Windows, tous les setups des systèmes. Et il y a des pays dans lesquels ça nous posait un problème, et la France en particulier, parce qu'il y avait une loi Toubon à l'époque qui obligeait que ton ordinateur soit en français, ce qui était complètement lunaire. Ouais. Alors que quand tu veux faire un groupe mondial, avoir un support, les supports informatiques, si tu veux, on peut s'amuser à voir l'espagnol en Espagne, le machin, ça. Bon, voilà. Alors, je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est amusant de voir. Et c'était en 2007. On a démarré en 2007, l'année de sortie de l'iPhone, hein. Voilà. Donc, C'est drôle, le premier iPhone. donc tu vois, c'est à la fois vieux et en même temps pas si vieux que ça, quoi. Et du coup, on revient à la phase d'Inception, mais d'Inception, 2007. Déjà, est-ce que ça s'appelait Mento, pardon. Putain, tu vois, je t'ai dit que je vais pas faire l'erreur et je l'ai. Non, en fait, quand on a démarré l'entreprise, s'appelait Amaris. Elle s'appelle toujours Amaris. Cette entreprise existe. C'est notre activité. C'est une de nos practices, la practice technologie, qui aide les clients sur leur transfo technologique et digital. Donc ça, l'entreprise est toujours là. En revanche, comme on a aujourd'hui 4 practices qui couvrent tous les métiers du conseil et du service, on a mis Mantou comme nom au-dessus pour couvrir. On a une dizaine de marques dessous. Little Big Connection, Amaris Consulting, Arneo, Novlab, etc. Ok. Donc, le groupe étant suffisamment large, Mantou, c'est ce qui coiffe l'ensemble de l'offre pour qu'elle soit plus lisible de nos activités. C'est toujours du service, enfin du conseil sur de la tech. Vraiment, si on prend, on a 4 practices. Ouais. La première, c'est leadership et advocacy. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On aide les entreprises sur la définition de leur raison d'être, de leur mission, valeur. exactement. On les aide sur la communication, on forme les dirigeants, puisqu'aujourd'hui, notamment quand tu es une entreprise de taille intermédiaire, les dirigeants sont de plus en plus exposés aux situations de crise, de risque, etc. Et donc, les aider à préparer des situations comme ça, et la façon dont ça se passera quand ça se produit, est quelque chose où la majorité des dirigeants ne sont pas préparés. Les très grands groupes, CAC 40, oui. Fortune 500, oui. De même que sur la sécurité, cybersécurité, les grands groupes sont bien mieux paradoxalement préparés que les entreprises de taille intermédiaire, qui deviennent aujourd'hui 40% des ransomware dans le monde touchent aujourd'hui des entreprises qui sont plutôt des ETI. Et le reste étant les PME. Par manque de sécurité. Les grands groupes, hein. Évidemment, c'est Fort Knox quand tu as réussi à les attaquer, mais la réalité, c'est que c'est plus facile d'aller attaquer des entreprises de taille intermédiaire. Donc la première practice, c'est très en amont de la chaîne de valeur, comment tu aides une entreprise. On a fait les raisons d'être d'entreprises comme Orange ou comme Conto, par exemple. J'allais te demander, ok, Orange et Conto, Ouais. Ok. Ouais, donc très vaste en plus, CAC 40. On a aidé, je crois, on a aidé une entreprise comme comme Yves Rocher, Brice étant le fils, Yves Rocher, à passer entreprise à mission, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est très en amont. Ensuite, la practice technologie, c'est comment tu aides des entreprises à se transformer sur leur transformation technologique et digitale. Donc, c'est aussi bien tout ce qui touche au digital, au système d'information, aux outils, aux L'expérience client aussi. Tu vas aussi toucher tout ce qui touche à la technologie pure et à l'engineering. Donc, des exemples concrets, c'est comment tu peux aider, je ne sais pas, une entreprise à aller améliorer un processus de production, comment tu peux l'aider à travailler sur la simulation numérique pour optimiser le frottement d'un train qui va à 400 km/h, comment tu peux travailler sur... on travaille en Formule 1 sur l'optimisation des voitures et de l'aéro des voitures, par exemple. Attends, j'allais te demander, en fait, justement, est-ce que c'est que de l'interne pour optimiser des process? Mais en fait, non, vous intervenez aussi sur une boîte tech, sur son produit presque.
Oui, bien sûr. Oui, tu Ok, peux d'accord. intervenir surtout à partir du moment où il y Parce a. que tu sais, le digital, avant, on te disait qu'en 2000, le digital, c'était la révolution. Aujourd'hui, on parle de digital en disant, bon, bah, si tu as un site internet, ça veut pas dire que tu es une boîte tech. Ça veut juste dire que tu es dans le digital. Mais du coup, c'est ça que j'essaye de voir. C'est la transfo numérique. Mais du coup, pas que, quoi. Ça peut être Non, non. aussi ton produit ou ton service. Ouais, Ok. exactement. Ouais, c'est en profondeur tout ce qui touche aux sciences de l'ingénieur, on va dire. Ouais, donc c'est Voilà. très tech, quoi. Ok. Ensuite, on a tout ce qui est marketing digital et expérience. Donc là, marketing digital, on voit très bien ce que c'est. L'expérience, c'est comment on aide nos clients à connecter avec leur environnement. Et pour ça, on va utiliser le Web3, le métaverse, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Demain, ça sera la réalité mixte qui va arriver avec les nouveaux produits, Ok. les nouveaux casques sur le marché. Mhm. Donc voilà comment, là, on va aider nos clients. Et ça peut être un exemple très concret. Tu aides un constructeur automobile à concevoir un showroom en réalité virtuelle. Mhm. Et ensuite, derrière, on va interagir avec le système d'information pour générer les commandes qui vont directement partir à l'usine et la chaîne de production, etc., etc. Ok. Et puis après, la dernière partie, c'est Total Talent Management. C'est comment on met en relation, donc on a nos clients avec les différentes compétences dont ils ont besoin. Donc pour ça, on a Little Big Connection, qui est un SaaS et une marketplace qui permet aux clients à la fois de gérer les achats de prestations intellectuelles. Et je te disais tout à l'heure, 35% de l'innovation chez nos clients est fait par des sous-traitants d'une façon ou d'une autre. Et donc, du coup, tous ces sous-traitants, il faut les gérer. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'outils. On est le leader européen. Il n'y a pas d'outils sur le marché pour les gérer simplement. Donc- Sur cette partie de talent, juste, bon, déjà, c'est. Comment dire? Mince, j'ai plus une terme. C'est pas en gros un système juste de recrutement, c'est aussi pour aller identifier les bonnes personnes. Alors, c'est un SaaS, Ouais. c'est On un appelle logiciel, ça talent, un ATS. un ATS, voilà, merci. Non. Non, On n'est ok, vraiment pas là-dessus. Donc, c'est Ok. vraiment un logiciel, un SaaS, Ouais, qui te permet de gérer l'ensemble de tes achats de prestations intellectuelles, ok. quelle que soit la forme qu'elles prennent, que ça soit des sociétés de conseil, que ça soit du freelance, etc. Ok. C'est comment, en gros, tu permets à un client, sans devoir, côté achat, gérer des centaines de fournisseurs, comment tu lui permets d'accéder à des compétences plus larges, plus vastes, de façon beaucoup plus automatisée, Ok. tout simplement. Et est-ce que tu dirais que sur les. Déjà, je suis chaud d'avoir, je ne sais pas si tu peux nous donner la répartition des 4 verticales. Et surtout, est-ce que cette dernière verticale talent, en fait, elle rejoint les 3 à chaque fois? Est-ce Oui, alors c'est très compliqué de dire la répartition parce que la classification, de même que par pays, c'est complexe parce qu'aujourd'hui, le monde est interconnecté. Quand Ok. tu fais des projets pour un client, quand tu prends, et je prends souvent l'exemple, aujourd'hui, si tu prends une Tesla, est-ce que c'est de l'automobile? Est-ce que c'est de l'informatique? Est-ce que c'est de l'électronique? Est-ce que c'est du service? Est-ce que c'est du télécom? Est-ce que c'est de l'énergie? Enfin bon, tout est tellement mélangé que c'est difficile à classifier. Donc on a beaucoup de mal à aller classifier. Et en plus de ça, très franchement, ça ne nous intéresse pas plus que ça, donc on ne le fait pas. Mais le Donc, use c'est assez case bas. qui est commun à tout ça, ça reste le talent, non? Le use case qui est commun à tout ça, et on a tendance à l'oublier, c'est le client. C'est Ok. notre métier. Notre métier, c'est encore une fois de mobiliser techno, équipe pour aller aider nos clients. Parce qu'on Ok. oublie souvent quand même que ce sont les clients qui nous font tous vivre. Et que la réalité est là, on est là pour aller servir nos clients. Et faire en sorte que nos clients soient contents et qu'on leur crée de la valeur ajoutée parce qu'on leur apporte. Voilà. Et premier client, je ne sais pas si tu peux le mentionner ou la mentionner, mais surtout, est-ce que tu as créé, donc c'était pas Mentou, c'était Aramis, tu disais à l'époque. Amaris, pardon. Amaris. Est-ce que Amaris a été créé sur un cas d'usage d'un client ou est-ce que Amaris a été créé pour ensuite générer des clients? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment a été créée la première opération que tu as réalisée de conseil? On a monté la boîte Mhm. et on est allé Chercher vos premiers clients. et on allait effectivement convaincre des clients de nous faire confiance Ok. là-dessus. Mais on a monté, c'est un projet entrepreneurial à la base, déclenché par l'incapacité de mes entreprises précédentes à m'offrir le cadre que moi je considère comme étant celui où tu peux t'épanouir en tant qu'intrapreneur, quelqu'un qui a envie de faire des projets avec un certain cadre de liberté, qui correspond aujourd'hui à un modèle de management beaucoup plus classique, mais qui n'était pas le cas à l'époque, tout simplement. Parle-moi de l'entrepreneuriat, du coup, qui est plutôt ce serait tes clients, c'est le modèle que tu veux leur vendre, c'est cette En fait, flexibilité de gestion de projet.
le sujet autour de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a toute une génération qui a un envie, besoin d'impact, de sens dans ce qu'elle fait au quotidien. Et c'est extrêmement bien. La réponse à ça, alors ça vient de quoi? Ça vient du fait que la majorité des institutions ont abandonné. Et donc du coup, quand je dis abandonné, c'est que l'école, la famille, etc. Aujourd'hui, les gens se retournent vers l'entreprise pour régler les problèmes du monde. Ok. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Et donc ça veut dire que aujourd'hui, la grande partie des gens qui sortent de l'école se disent bah, l'entrepreneuriat, c'est la solution à ça. C'est la solution à mon besoin d'impact, de sens, de faire des projets. Sauf que moi, je pense que ce n'est pas le cas. Pas Et pour que tout le monde. ce n'est pas, mais c'est même pire que ça. C'est que le métier on confond le métier, l'avoir envie de faire des projets, entreprendre, avec être entrepreneur. Ça n'a rien à voir. Et je pense que Tu te considères comme entrepreneur? Et Aujourd'hui, quand tu as de commencé. facto, c'est le cas, mais c'est pas ce qui me drivait moi à la base. Moi, ce qui Ok. me drivait et ce qui me plaît, Mhm. c'est de faire des projets. Hier, j'étais avec un de mes copains qui me disait ah, il y a une caractéristique, c'est. Tu vois, j'ai dit, non, mais là, je crois qu'il y a un truc à faire. Voilà. Et moi, ce qui me plaît, c'est de faire des projets. Euh, et le fait d'être entrepreneur, c'est un autre métier avec plein d'autres choses. Et en fait, beaucoup de gens ont envie d'un cadre dans lequel tu peux avoir une certaine liberté pour aller mener un projet, le mener à bien, en être responsable, en être accountable, le délivrer. Et ça, tu peux tout à fait le faire en étant dans une entreprise. Tu n'as pas besoin d'être entrepreneur pour ça. Et entrepreneur, ça requiert d'autres qualités ou d'autres envies ou d'autres défauts aussi, parce que voilà, Mhm. qui correspondent pas à beaucoup de gens. C'est un métier. De même que tu peux avoir envie de faire. J'aime beaucoup faire du vélo. Je suis pas cycliste professionnel, quoi. Non, ouais, il y a Deux choses différence entre différentes. un hobby et un vrai job. Mais Exactement. dans ce cas-là, c'est quoi qui a Et fait que ça a marché dès le départ pour toi? C'était quoi ton mais competitive advantage? moi, je suis devenu entrepreneur parce que on m'a pas laissé être intrapreneur correctement. Sinon, je serais resté intrapreneur. Oui, Ça mais m'allait pour très que ce bien. soit un succès, pour qu'aujourd'hui vous soyez présent dans autant de pays dans le monde, moi j'essaie vraiment qu'on Moi, fasse du recul en 2007 moi, en je suis plus. juste. Je crois que moi, je suis un bon élève. Je suis un bon élève. Je suis très curieux. J'aime bien copier et je me dis qu'il y a probablement des gens qui ont déjà fait beaucoup mieux que moi avant. Et donc, quand on fait quelque chose, moi, j'aime bien regarder ce qu'ont fait les autres. Et puis, tu prends ce qu'ont fait. J'adore, j'aime bien copier. Tu Mais prends. c'est vrai. Non, mais j'aime bien copier. Tu prends ce Pourquoi qu'ont fait les réinventer la autres roue, quoi? Ouais. et tu essaies d'agréger ce qui est bien fait à droite ou à gauche. Déjà, quand tu fais ça et que tu exécutes, il y a peu de chances que tu te plantes, quoi. Parce que quelque part, c'est pas une question d'idée, c'est une question d'exécution. Donc d'abord c'est identifier une opportunité, donc c'est aussi analyser ce qui s'est bien fait ou ce qui s'est mal fait. Mais la deuxième chose, tu dirais, c'est aussi, en fait, ce que j'essaie de voir, mais là je vais te le dire direct, t'es pas expert dans tous ces Non, sujets-là. pas du tout. Par contre, t'es expert sur une chose, c'est C'est trouver la les bonnes personnes. Oui, mais avoir les bonnes personnes et déléguer et faire confiance aux gens pour trouver les solutions, bien sûr. Après, tu peux être, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le CEO aujourd'hui, quelque part, à une époque, on attendait de toi que tu sois le capitaine du navire. Mhm. Aujourd'hui, en plus de ça, on attend de toi que tu sois le radar, donc que tu sois le détecteur des tendances qui arrivent, que tu captes les signaux faibles pour les donner à ton entreprise. Capitaine ou entraîneur? Je dis ça parce qu'il y a eu le match de foot hier, mais Ouais. Mbappé ou Deschamps en fait? Aujourd'hui, au-delà de ça, je te dis, le radar devient extrêmement important. Donc, si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, en tant que dirigeant, tu vois, quand on est en novembre, décembre, et qu'on commence à voir arriver l'intelligence artificielle, les IA génératives, Mhm. le travail, c'est de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir et d'aller insuffler ça dans l'entreprise. Et c'est un cas très intéressant parce que c'est ce qui s'est produit chez nous. Et on l'a vécu pour nous, c'est comment tu déploies cette culture sur l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est complexe. Aujourd'hui, moi, j'ai vu, la semaine dernière, j'ai vu une dirigeante d'une entreprise qui fait une dizaine de milliards ou 7 ou 10 milliards de chiffre d'affaires, une dizaine de milliers de salariés. Léger. Très belle boîte, très belle boîte. Et elle me disait, elle venait de faire 15 jours aux USA, dans la Silicon Valley, avec tous les grands de la tech sur les sujets d'IA. Et elle me disait, en fait, c'était génial. J'ai vu absolument le monde qu'on aura dans 10 ans. Et puis après, elle regarde et me dit, mais en fait, par contre, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas ce que je fais demain. Et donc, je lui explique, Je sais pas comment atteindre. je sais pas. Comment Donc, je lui disais, écoute, ok. tu sais quoi? On va faire ce qu'on fait avec nos clients. On va faire un workshop ensemble avec ton top management. Et moi, je vais pas t'expliquer comment tu peux construire un truc hyper complexe qui va révolutionner ton core business. Moi, je vais t'expliquer et on va travailler ensemble comment toi, tu vas t'en servir pour gagner 10% de ton temps
et 30% de ta productivité. Tu- Et ensuite, c'est je vais du t'en temps, expliquer c'est un gain de et je vais temps, j'ai t'expliquer vu. ensuite et on va travailler avec toi comment tu Mhm. peux ensuite Améliorer. déployer dans ton entreprise pour que 100% de ton entreprise se serve de ça comme un outil. Parce qu'en fait, un des problèmes aujourd'hui, il est extrêmement simple. Imagine, on est en 2007. Et là, tu as l'iPhone qui sort. Mhm. Je m'en souviens. Beaucoup de gens à l'époque avaient un BlackBerry. Ouais. En tout cas, dans le monde BBM. professionnel. Ouais. En fait, beaucoup de gens à cette époque-là, et j'en ai fait partie aussi, tu prends l'iPhone, tu appuies sur le bouton vert pour téléphoner ou rouge pour accrocher, tu dis c'est vrai que c'est sympa, c'est tactile. Bon, je vais reprendre mon BlackBerry parce qu'on peut mettre au clavier, c'est quand même vachement plus agréable. Mhm. T'as juste pas compris que c'est pas ça le changement de l'iPhone, c'est les applications mobiles qui vont révolutionner le monde. Et je tiens à mettre une parenthèse. Je crois que le premier iPhone, tu avais qu'un partenariat avec YouTube pour regarder des vidéos. Tu ne pouvais pas envoyer de texto. Enfin, il y avait tellement de limites là-dessus. Mais oui, c'est l'application. Et donc en fait, aujourd'hui c'est la même chose sur les IA génératives, que ce soit ChatGPT, Claude, Mistral, Bard, tout ce que tu veux. La majorité des gens et des dirigeants ont essayé, souvent le week-end avec les copains, tu tapes un truc, etc. Puis après tu dis oh mais enfin ok bon c'est un jouet, c'est sympa. Puis en plus il se trompe, il fait des erreurs, etc. Et t'arrêtes. Ben, c'est une erreur aussi monumentale que si tu avais pris l'iPhone en appuyant en disant bon c'est tactile, c'est mignon, mais bon je passe à la suite. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe de partout. Je vais te prendre un exemple. Souvent, ce qu'on fait, on pose la question aux dirigeants, Mhm. est-ce que tu utilises ChatGPT ? La moitié te disent non, mais nos équipes IT s'en occupent. Là déjà, tu n'as pas compris, c'est pas un sujet IT, c'est un sujet de transfo de ta boîte. La question, c'est comment toutes tes équipes, le comptable, l'assistante, la production, l'IT, la tech, tout le monde va être impacté. L'utiliser at some point. Donc là, tu as une partie de gens qui te disent oui, j'utilise. Et là, tu poses la question en disant mais tu utilises ChatGPT 3.5 ou le payant ? Ah, ok. Là, les gens te disent non, mais le 3.5, en plus, il va plus vite que le 4, ce qui est pas entièrement faux. Et là, est-ce que tu connais, parce que c'est complètement dingue, l'écart entre ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4 ? L'écart sur quel, L'écart de performance et de puissance. Je crois que le 4, c'est le vocal, non, qui te met en plus. Alors, Ou il y a je pas vais que te ça. prendre une image qui est assez parlante. Alors, Mhm. c'est mon passé d'informaticien, mais dans l'histoire de l'informatique, en 1949, tu as le premier ordinateur qui est sorti qui s'appelait l'ENIAC. Cette machine, elle tenait dans une pièce qui faisait probablement une cinquantaine de mètres carrés, une centaine de mètres carrés, et ça faisait une addition, une soustraction, une multiplication, avec des tubes à vide. Ceci est une révolution. Exactement. Au passage, petite anecdote, c'est la raison pour laquelle on dit en informatique qu'il y a un bug. Parce qu'en fait, les tubes à vide à l'époque, c'est des tubes, et quand tu as un cafard qui met dans le tube, l'ordinateur ne marchait plus, et c'est pour ça qu'on dit it's a bug. Bug. Un bug, ça un veut dire cafard, Un voilà. cafard en anglais. Incroyable. Voilà, ça c'est l'histoire. Incroyable. L'histoire des geeks informaticiens. Donc le bug, ça vient de là. Et donc cet ordinateur-là était cadencé à 600 Hz à peu près, 646 Hz. Donc c'est voilà. Ton iPhone XS, qui date d'il y a 2 ans, il est cadencé à 2,5 milliards de Hz. Il y a autant d'écart entre le premier ordinateur en 49 et l'iPhone qu'il y en a en ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4. Sachant que les deux versions Quand tu utilises d'écart. aujourd'hui, quand tu utilises ChatGPT 3.5, c'est comme si tu utilisais un ordinateur de 1949. Voilà. Donc après, je te parle même pas de est-ce que tu sais ce que c'est que les plugins ? Est-ce que tu sais comment Code Interpreter fonctionne ? Comment tu as intégré ? Est-ce que tu as déjà pensé à faire de la connexion avec Bard, etc., etc. En fait, tout ça, c'est ce sur quoi on travaille avec nos clients aujourd'hui, et on fait beaucoup de workshops où on aide les COMEX à faire en sorte que le COMEX sache s'en servir pour lui-même et ensuite pour le déployer dans une entreprise. Parce que la réalité, c'est que bien fait, c'est 10% du temps de tout le monde qui va être gagné et 30% de productivité qui va être gagné. Et après, quand tout le monde aura appris à passer de marcher à pied à faire du vélo, tu pourras t'occuper de développer un truc super complexe qui va révolutionner ton modèle avec des data scientists, tout ce que tu veux. Oui. Et en fait, c'est là-dessus qu'il y a un énorme chantier. Et il y a tous les freins qu'il faut lever sur la confidentialité, la sécurité. Il y a des façons de les lever. Bien sûr. C'est possible. Bah, déjà, j'ai une mini-question. Bon, là, on parle de ChatGPT, c'est OpenAI. T'es du genre à tu vois, bah en plus, t'es basé en Suisse, donc j'allais te dire, Suisse, bien sûr. non, mais est-ce que tu supportes les Français? Mais je sais pas. En gros, j'avais comparé Mistral AI. Je crois qu'ils ont. On est actionnaire de Mistral. Ah ouais, ok, mais ils l'ont pas encore sorti, hein, leur V1, Si, la V1 est sortie. En bêta ou non? Ça y est. 7 milliards de paramètres et Ok. surperforme l'ensemble des modèles du marché aujourd'hui. Certes que 7 milliards de paramètres, alors qu'aujourd'hui, ChatGPT 4 en a 175 milliards, je crois. Ok. Mais en revanche, à nombre de paramètres égal, le modèle de Mistral, et bravo à Arthur, Guillaume et les équipes, bravo, vraiment,
surpasse le reste des modèles. Mais pour le moment, et- tu les recommandes pas forcément plus que ChatGPT 4 pour tes clients. Le besoin, le besoin est différent, l'approche est différente, l'intégration aussi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout le monde n'a pas besoin, et c'est là où c'est important, tu n'as pas toujours besoin, je veux dire, si tu veux aller de Paris à Lyon, tu n'as pas besoin d'avoir une Formule 1, tu peux tout à fait y aller avec une voiture normale. Ouais, mais tout à l'heure, tu disais quand Si même tu veux que faire, par contre, si tu veux battre Max Verstappen, tu as intérêt à avoir une Formule 1 qui marche super bien. Donc, ça dépend du besoin. Et donc, sur les outils, la puissance des outils, tu n'as pas toujours besoin, et heureusement, parce qu'on va avoir des problèmes d'énergie de toute façon, tu n'as pas toujours besoin de toute la puissance. Voilà, de même qu'un ordinateur, tu n'as pas besoin d'un ordinateur de gaming bien pour sûr, travailler sur Word. Ça sert à rien. évidemment, ou même enregistrer un podcast. Mais par contre, tu dis que 49 jusqu'à, on va dire, l'iPhone 2007, donc Oui. ça faisait quoi, après 60 ans. Et là, C'est ChatGPT 3, 1 million de fois plus ChatGPT 4. puissant. Ouais, mais c'est quoi les 40 Alors, de l'autre version écart qui est quand même ChatGPT? assez fondamental, et que les gens n'ont pas regardé, c'est que, encore une fois, tu prends les plugins, tu n'as pas les plugins sur 3.5, tu prends les plugins, Ok, tu prends Code Interpreter, alors qu'il a changé de nom, enfin plus le nom, ok. tu prends toute l'interconnexion qui existe, tu prends la partie vision, tu prends l'intégration d'images, etc. Tout ça n'existe pas. Et donc, en fait, Ok. tu as une version qui est très dégradée. Elle peut correspondre à des besoins. C'est sûr que si tu veux faire du rephrasing, là, ça peut... voilà. À écrire des posts LinkedIn. Et ça dépend de ça. Mais pareil, le fait de créer des personas avec ton historique, la customisation, etc., tout ça, c'est extrêmement important pour être efficient. Et c'est ce qui fait que malheureusement, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, beaucoup de gens n'intègrent pas, se disant oui, mais quand je pose une question, la réponse est mauvaise. Oui, mais c'est parce qu'en fait, ce qui a été alimenté n'est pas bon. Parce que tu as des biais dans tes questions. Exactement. C'est évident. Comme si moi, je prends mon iPhone en 2007, j'appuie sur rouge et vert en disant oh, ok, c'est bien gentil ce truc-là. Mais t'as pas vu toutes les applications, t'as pas compris. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'expliquer aux clients pour aller plus loin que le bouton rouge et vert. T'as conscience du potentiel? Parce que tu parles en disant que tes clients ne le voient pas, mais est-ce que même toi, par moment, sur des use cases, Et la tu te rends compte que réalité, le potentiel est encore plus gros? et en fait, ce qu'on fait nous, c'est que on aide nos clients aujourd'hui sur des choses qui sont pas compliquées, mais qu'on a fait pour nous, parce que ça fait 6 mois qu'on fait ça, et on sait à quel point c'est complexe, alors qu'on est une entreprise jeune, de tech, moderne. Et en fait, c'est compliqué pour nous, donc on sait les barrières, parce que c'est un problème de conduite du changement, c'est un problème humain, c'est pas un problème technologique. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises l'abordent sous un problème technologique. Il est réel, hein, mais la première réalité, c'est avant d'apprendre à conduire une voiture, on va déjà tous faire du vélo, ça ira beaucoup plus vite que si on est tous à pied. Ouais, c'est presque la connaissance. J'aimerais continuer un petit peu sur, tu vois, les AI, quoi. Les AI génératives. Tu dis en plus en 6 mois. C'est quoi aujourd'hui, en fait, j'allais dire le use case majeur, mais si j'ai bien compris, c'est un gain de temps ou de productivité, qui revient à un gain de temps ou de maximiser tes ressources. Demain, est-ce que ça peut vous aider sur, par exemple, toute cette partie talent? On n'oublie pas, vous êtes un métier Mais sur d'humain. tout, en Ok. fait, il n'y a pas, c'est ça qu'il faut comprendre, il n'y a aucune fonction de l'entreprise qui n'est pas concernée par le fait que ça peut te changer ta vie. Genre du HR, ça Mais, pourrait... mais tout, Comment? mais tout. À part sur du sourcing. Mais je peux te prendre, je peux te prendre des exemples extrêmement simples. Tu peux tout à fait imaginer, prenons un call center. Mhm. L'exemple marche très bien. Tu peux tout à fait imaginer avoir un transcript des conversations Teams entre ton call center et tes utilisateurs. Tu fais des transcripts automatiques, tu les Du passes, NLP t'analyses. et derrière, tu vas par exemple benchmarker avec la façon que toi tu considères comme bonne de poser les questions, avec ton processus créé et ta base de connaissances sur comment on fait quand un client traite tel problème. Donc là, c'est de la collecte et de l'analyse Et de ben, data. tu vas pouvoir aider ton opérateur de call center ou tes équipes, tu vas pouvoir l'aider à être meilleur, à progresser sur l'apprentissage, etc. Et des exemples comme ça, tu en as sur toutes les fonctions en fait. Tu vas pouvoir travailler sur de l'interconnexion de données, tu vas pouvoir travailler quand tu fais du contrôle de gestion, tu vas pouvoir travailler sur comment j'utilise pour aller concevoir des fichiers, des formules, des outils, des macros, des présentations, enfin bref. Les limites c'est sans limite. Tu fais la gestion de projet dans un département qualité. Tu veux créer un diagramme de Gantt, il n'y a rien de plus simple que d'aller utiliser un plugin pour aller créer un diagramme de Gantt. J'ai étudié ça, c'est pour ça que ça me fait rire. Voilà, alors après, est-ce que tu utilises encore le diagramme de Gantt ou pas, c'est un autre Moi, sujet. non. C'est un autre sujet. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Et ça va vraiment très, 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 très loin. Et les use cases et les exemples, et encore une fois, c'est ce qu'on fait avec nos clients aujourd'hui. Vraiment, ça reste simple,
Mais moi, je crois vraiment, parce qu'on l'a vécu pour nous, que si déjà... c'est la même chose que le déploiement à l'époque de l'ordinateur versus le papier. Du déploiement du téléphone versus d'un téléphone mobile versus le physique. Du déploiement du fax versus le pigeon voyageur. Voilà. Et donc, pour moi, le message aujourd'hui est très clair aux dirigeants que je croise, c'est si toi, tu ne sais pas et ton COMEX t'en servir, c'est exactement comme si tu expliques à tes équipes, non, le pigeon voyageur, moi, je continue. Par contre, je crois que quelqu'un chez moi utilise le téléphone ou le fax. Tu nous t'as pas expliqueras compris. un jour. Quoi. Exactement. Ok. T'as pas compris que tu vas être foutu. Il n'y a pas Le- d'autre mot. Le Alors time que c'est to très simple. market est hyper important, mais moi j'aimerais comprendre quand toi tu parles à tes clients ou tes équipes ou tes potentiels clients, des prospects, est-ce que tu as le sentiment que tu dois les convaincre ou est-ce qu'ils sont déjà convaincus de cette nécessité à l'instant T et je vais aller plus loin, est-ce que dans la vente, tu leur dis écoute, ça va être petit, mais déjà dans 1 mois, tu auras déjà une retombée, un gain. C'est exactement ça. Moi, je suis très pragmatique. Et moi, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse quand on le fait avec les équipes dirigeantes de nos clients, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui bloquerait sur le sujet, à l'issue de cette période de workshop, se dise « j'ai compris ». Ça change. Ok. Voilà. Que tu lui aies montré autre chose que juste la touche verte et rouge et qu'il ait vu les applications mobiles en disant « j'ai compris, je vais pouvoir avoir mon carnet d'adresse en permanence avec moi et en plus de ça, on pourra le synchroniser et puis je pourrais avoir une application qui fait ça. » C'est de la pédagogie quand même. Oui. Mais vraiment, Ok. et le sujet est vraiment passionnant encore une fois parce que c'est un sujet de conduite du changement et c'est pour ça que j'ai vraiment aucun problème à en parler parce que la réalité, c'est qu'on l'a vécu pour nous. Et c'est ce qui est très fort, c'est ce qu'on a fait aussi auparavant. Tu vois, nous, on a scalé dans aujourd'hui une 60aine de pays dans le monde. Et en fait, quand on parle à un client de scaling, de recrutement, de management, on l'a fait pour nous. Et donc, en fait, quand tu conseilles des clients sur ce que tu as vécu pour toi-même, c'est quand même autrement plus fort que quand tu expliques à un client comment il doit être agile, alors que toi, tu ne l'es pas. Et puis même toi, tu sais où aller en fait, Voilà. dès le départ. Quand tu fais des on dit à nos propositions. clients, par exemple, on peut vous accompagner pour ouvrir un pays et aller monter une équipe de 100 personnes dans un pays en 6 mois, on l'a fait, on sait ce que c'est, on sait le faire pour nous. Et ça, c'est extrêmement fort parce que dans la tête de nos équipes, tu sais que c'est possible. Nos équipes aujourd'hui qui se servent de l'AI, ils savent très bien que si quelqu'un discute avec moi, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Et souvent, c'est moi qui vais dire, dis donc, t'as pensé à ça? Et c'est vrai pour nos équipes aussi, chez nous, et c'est très bien. Et c'est vrai pour le top management aussi. Donc de temps en temps, on se fait avoir. Moi, le premier, la dernière fois, mon numéro 3 qui a 18 ans m'a piégé sur un sujet. Je me dis, mais mince, j'y ai pas pensé. Voilà. Putain, ton numéro 3 qui a 18 ans, Ouais. il a son bac. Oui, il a son bac, il est à l'IE Madrid, il a démarré il y a pas. Ah, ton numéro 3, je suis bête. Mon enfant, pardon. Dans ma tête, j'étais le numéro 3 du groupe. Pardon, mon numéro 3. Non, pardon. Non, pas mon numéro Bon, 3 du groupe. on salue ton enfant. Mon fils numéro 3, Mathieu, pardon. Bah, du coup, Oui. ah non, mais très bien. Toi, ton quotidien de CEO. Première question, et ensuite on va reboucler avec les AI, mais surtout, ça ressemble à quoi un quotidien de CEO? Et si tu veux nous faire peut-être la diff entre 2007 et aujourd'hui, est-ce que ça a aussi vite évolué que l'iPhone et le premier ordi? Blague à part, Si, je ça- pense que ça- ça change beaucoup. Ça change beaucoup, ouais. Et je te laisserai terminer là-dessus, mais sur cette partie, comment l'AI, je vais y arriver, t'aide, l'AI générative, dans ton quotidien de CEO? Alors, Mais déjà, c'est quoi ton quotidien de CEO? je dirais que non, mais Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Non, j'essaie de te trouver pour répondre à la question entre 2007 et aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça a beaucoup changé. Et en fait, à chaque étape de scaling de l'entreprise, et on les a modélisés, à chaque étape de scaling, le job change. Alors, des fois, tu t'en rends compte et tu arrives à le changer toi-même. Des fois, c'est tes équipes qui te disent là, faut arrêter, il faut que tu changes là. Mais le job change. Je dirais que si j'ai trouvé, c'est en gros, faire. Ah, j'allais dire l'art de Défaire. déléguer. Refaire, Ok. et après former ceux qui le font beaucoup mieux que toi. Et après derrière, quelque part, c'est à un moment ou à un autre, c'est d'être le détecteur, c'est d'avoir le recul Avec et des détecter signaux les faibles. voilà. Maintenant, la moitié de ma journée, pour être clair, la moitié de ma journée, ça reste people management. Mais j'allais te demander. C'est Ok. Et l'autre moitié, Bien sûr. c'est plus focus time, t'es dans ta le, bulle d'analyse. le reste, tu as une partie, on est ensemble ici pour ça, tu as une partie de représentation externe de l'entreprise, c'est la faire connaître
et faire connaître qui on est auprès du monde extérieur, que ce soit les candidats que l'on recrute, parce qu'on recrute cette année, on va recruter probablement pas loin de 4000 personnes. Donc les candidats qu'on recrute dans le monde, avec une notoriété qui est évidemment plus faible que d'autres, puisqu'on n'existe que depuis 15 ans, enfin 16 ans ou 17 ans maintenant bientôt. 4000 CDI ou d'autres formats? Je suis incapable de te répondre, mais c'est 4000 talents qui vont rejoindre l'entreprise de façon large, quoi. Ok. Alors, regardez sur le site. Exactement, et dans le monde entier. Même si là le podcast étant en français, ça limite quand même à des Non, zones, mais on mettra. la Belgique, la Suisse, la Sûr France, qu'il y a des le Canada anglophones. et l'Afrique où on est aussi. Et on a des Marocains dédicaces à eux qui nous écoutent. Ouais, on a 200 personnes en Tunisie, on est à l'île Maurice, on a 200 personnes je crois aussi à peu près, enfin voilà, et au Maroc. Cool. Donc si tu veux, il y a une partie qui est la représentation externe, et puis une partie avec nos clients ou les dirigeants ici, pour aller comprendre encore une fois de quoi ont besoin nos clients, quelles sont leurs problématiques. Tu vois, quand je discute avec la CEO de cette entreprise et que je me rends compte, en fait, il y a quelque chose qu'on n'adresse pas, qui est très simple, mais qui marche et qui correspond aux besoins, et pour lesquels aujourd'hui les clients nous le demandent en disant oui, effectivement, j'ai vu ce que sera le monde dans 30 ans, mais moi j'aimerais bien savoir ce que je fais demain matin pour gagner du temps. Donc, tu parles de cette entreprise qui est allée aux Exactement, US, qui a exactement, vu voilà. ChatGPT, Et qui a vu des trucs absolument incroyables dans des labs de R&D, enfin futuristes, tout ce que tu veux, c'est génial. Mais enfin bon, concrètement, je voudrais juste savoir ce que je fais demain, quoi. Donc ça, Donc très people, très. Je vais presque aller plus loin au quotidien. Ton quotidien, c'est d'échanger avec des gens. Même si tu analyses, même si tu prends du recul, même si tu challenges, c'est très humain quand même. oui, bien sûr. Interne Il y a un comme externe. travail, il y a un travail de curiosité. Alors moi, je suis très curieux, donc j'aime bien comprendre tout. Tu m'as pas posé de questions encore. Hein. Ah, tout à l'heure, je t'en Non ai mais je rigole. c'est toi la star. tout à l'heure, je t'en ai posé quelques-unes. Oui, je rigole. Mais j'aime bien comprendre. J'aime bien, je suis curieux de tout. Et donc, ça fait partie du job parce que c'est comme ça que tu vas avoir ou voir des choses qui vont te permettre de dire tiens, cette entreprise a fait un truc qui est vraiment malin, on est stupide. Je te prends un exemple. J'ai vu une entreprise il n'y a pas très longtemps dont le patron fait un truc assez génial, c'est qu'il fait confiance à des stagiaires à des responsabilités élevées et il demande à chaque stagiaire, dans sa mission, c'est de se remplacer par un stagiaire après. C'est d'une évidence absolue. C'est clair. Ça fait 15 ans qu'on fait pas ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est malin et stupide. Et tu repars à zéro à chaque fois. Et à chaque fois, tu repars. Alors qu'en fait, donne la responsabilité à celui que tu as en stage de trouver, de former son remplaçant. C'est génial. Oui, je sais. Oui, je sais, c'est Alan qui fait ça. Non, pas du tout. Moi, parce qu'on en a parlé avant. Tu sais, quand je t'ai dit que j'ai passé un an à Shanghai, c'était à moi de me démerder pour trouver mon remplaçant dans ma coloc pour récupérer ma caution. Ben voilà. Bon, est-ce que je trouve ça scandaleux? C'est scandaleux. Mais c'est malin. Parce que le tenant, enfin le landlord, il bouge pas le petit doigt. Il vient juste récupérer l'argent et il vient redonner à moi, en fait. Ah, où j'étais avant-hier avec le dirigeant d'une très 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 belle boîte qui fait une dizaine de milliards de volume d'affaires par an, et qui me parlait d'une mécanique de post-mortem et pré-mortem. Et à chaque deal, quand il y a un deal en concurrence, c'est que le deal est potentiellement perdu. Suivant le niveau du deal, ça remonte directement de l'organisation et jusqu'à lui, potentiellement suivant la taille, qui appelle le client en disant ok, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de récupérer le coup. Donc tu anticipes. Et c'est malin, c'est vachement bien. Parce qu'on fait souvent du post-mortem. Bien sûr. Et là, on est pré-mortem en fait. T'arrives juste avant l'échéance. Ouais. Et qui récupère 40% comme ça des deals. Ah, c'est ouf ça. C'est comme quand on te dit que aller signer un nouveau client prend beaucoup plus de temps et de ressources que d'upsell un client. Donc voilà, donc tu vois, toutes ces choses-là, je considère que ça fait partie de mon travail, mais ça fait partie en fait du travail aussi de toutes les équipes dirigeantes que l'on a, d'aller voir ce qui se fait à l'extérieur, parce que ça fait partie du travail du dirigeant. Mais t'as un petit hack, je sais pas, c'est de la prise de notes, de la gestion de tes mails, des choses comme ça, avec l'AI, avec ChatGPT. Un petit truc comme ça qui, même moi, pourrait me faciliter mon quotidien. Mais en fait, moi, je me sers plus de Google déjà quasiment. Hein, je me sers de Bard et de ChatGPT. Ok. Donc tu fais même plus tes recherches sur Google. Non, c'est Bard et ChatGPT en fait. Bard, je connais pas du tout. C'est quoi? C'est l'OpenAI. Enfin, c'est une AI générative de qui? Google. De Google. D'accord, ok. J'ai une énorme bêtise, mais ouais. Okay. Après, t'as Claude, mais qui n'est pas autorisé en Europe. Hein. Ok. Voilà. Ah, je suis pas du tout un spécialiste dans ça. Voilà, donc même si maintenant ChatGPT est connecté au web, donc voilà. Mais parce que ChatGPT était bloqué à 2021. Ouais, c'est ça. En termes de data que tu pouvais collecter. Ce n'est plus le cas. Donc voilà, donc Bard et ChatGPT pour différents sujets, mais à peu près tout et n'importe quoi. Chaque fois qu'on réfléchit, ça peut être sur des problématiques, mais qui peuvent être vraiment complexes, quoi.
J'ai vu un prompt, dis-moi ce que t'en penses. Et je pense à moi, mais je pense à toutes les personnes qui veulent monter des boîtes. Un prompt tout simple où il parle, en gros, tu définis un persona type, c'est toi qui Ouais, vas bien sûr. aller. Tu lui demandes les plus gros Exactement. problèmes, tu demandes un problème sur lequel ils sont prêts à payer, et tu développes. Et en gros, tu es en train de me dire qu'en 5 messages d'échange avec ChatGPT, tu as potentiellement une Ou alors, idée de startup. si tu fais ton travail correctement, tu l'as même déjà paramétré dans tes custom instructions, Ok. instructions personnalisées en français, je crois, un truc comme ça. Et donc, tu as déjà paramétré pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Et donc, Je te prends un exemple. vas-y. Si tu es, par exemple, si tu es intolérant au gluten, tu vas le paramétrer de façon générique. Et à chaque fois, tu vas dire, tiens, prépare-moi avec ces ingrédients une recette de cuisine. C'est pris pour Ça sera bon. Ok. Donc voilà. Mais encore une fois, shit in, shit out. Ça, c'est un truc d'informaticien. C'est le pas besoin de principe d'une traduire. fonction. Non, mais je pense Pas besoin de qu'on a traduire. compris. Shit in, shit out. C'est pareil pour l'IA générative. C'est ce que tu mets toi dedans qui fait que ça ressort quelque chose d'intelligent aussi, ou d'utile en tout cas. Donc voilà, donc au quotidien, voilà. Mais ça peut être par exemple, tu es en train de discuter avec des équipes sur le déménagement d'un bureau dans un pays. Eh bien, d'aller récupérer le prix moyen de tous les bureaux qui sont telle taille sur les 4 dernières années et de me faire un tableau Ça, Excel c'est de régression de la linéaire pour data, déterminer le prix, etc. Ouais, c'est vraiment de la c'est- collecte c'est- de data et d'analyse. Et qui te donne un insight. Alors, c'est pas forcément. Il faut développer l'esprit critique. Oui, bien sûr. Mais ça te donne un insight. Parce que tu peux avoir un truc qui raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc ça, c'est un autre des enjeux en tant que dirigeant, c'est Il ne d'aller. faut pas qu'il te remplace dans ta réflexion, il faut juste qu'il te mâche du travail sur des choses chronophages, par exemple. Dans un premier temps, je dis bien pour gagner du temps. En fait, ce qu'il faut, en même temps que l'on pousse les AI, c'est comment tu travailles le sens critique. Voilà. C'est un combat en ce moment pour nous parce que avec l'arrivée de l'AI générative, ça devient encore plus important qu'avant. T'as peur? T'as peur qu'on devienne plus Sur le sens débile et critique, plus assisté? Ouais. En fait, oui, j'ai peur si on n'arrive pas en tant qu'organisation, je parle de Mantou, si on n'arrive pas à développer ça. Je vais te prendre des exemples, mais c'est des mécaniques et des logiques. Il y a quelques années, on m'avait dit le gérant en Espagne d'une entreprise est le seul à pouvoir et à devoir aller au tribunal, quel que soit le sujet, y compris sur un cas de prud'homme potentiel. Ok. Et donc là, tu dis, mais c'est pas possible. Si, c'est la loi, c'est obligatoire. Et en fait, le sens critique, quand tu l'as, tu vas dire à quelqu'un en disant, d'accord, donc on est d'accord que Telefonica, El Corte Inglés, Zara, donc le gérant, le patron de cette boîte-là, Amancio Ortega, Oui, exactement. on est d'accord que comme il y a 200 000 salariés, il y a 200 000 salariés, ça veut dire qu'il y a potentiellement 20 prud'hommes en permanence. Donc on est d'accord que son job dans toute sa journée, c'est d'avoir un bureau posé au tribunal, et il fait que ça. On est d'accord. Il a des représentants. Donc on est d'accord que c'est pas possible. Donc tu dois pouvoir déléguer tes pouvoirs. Et là, du coup, avec le sens critique, j'en dis, oui, c'est vrai que vu comme ça, voilà. Et évidemment, il revient en disant, t'avais raison. Voilà. Attends, Et ça, c'est un truc qu'il faut déployer partout. je suis désolé à mes amis outre-Atlantique, mais c'est pas un truc. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai vu en grosse différence entre. Bon, moi, j'ai vécu au Canada, tu vois, mais ce truc de le bonhomme, il est rouge, tu traverses pas. Et il y a ce sens critique qui est, il y a personne à droite, il y a personne à gauche. Je vais pas perdre même 30 secondes de ma vie à rester faire du surplate. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est interpréter des lois. Là, t'es plus sur la transgression. Ah, bon, on aime bien contourner les lois en France. C'est ce qui fait que. Non, mais il y a les. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une théorie, et je trouve qu'on a aussi une interprétation, qu'on est amené à interpréter. Et je trouve qu'il y a des pays, il y a des endroits où, notamment avec les lois, alors, on est là pour être respecté. Après, je sais pas comment c'est ensuite. Le sujet, c'est pas tant les lois, parce que les lois, tu les respectes dans tous les pays dans lesquels tu es. Le sujet, c'est plus... en fait, quand souvent, tu as le truc en disant, quelqu'un te dit non, mais il y a quelque chose qui dit ça. D'accord, mais c'est qui? Qui le dit? D'où ça vient? Et quel est le texte? Pourquoi? C'est quoi la logique? Parce qu'en fait, le message, exactement, et 9 fois sur 10, c'est du téléphone arabe de quelque chose qui ne veut rien dire, mais on m'a dit que. Et dans l'organisation, tu te trouves avec... et moi, ça m'est déjà arrivé. Je me souviens en déplacement à l'île Maurice dans les équipes, et je demande à avoir un stylo avec le logo. À l'époque, c'était Amaris Consulting. Et on me dit, bah non, il n'y en a pas. Je dis, comme ça, il n'y a pas de stylo avec le logo Amaris. Là. J'ai un stylo sans le logo, c'est moche. Et on me dit, non, parce qu'en fait, c'est toi qui veux pas. Je dis, pardon? Il dit, bah oui, c'est le board qui l'a interdit. Je dis, quoi?
Donc tu penses déjà qu'en board du groupe, à l'époque, je sais pas, on va faire 3000 personnes, tu penses vraiment qu'on s'amuse à savoir les stylos bloqués à Maurice, si j'en prends ou prends pas. Donc non, ça c'est le premier point. Deuxième point, en fait, la réalité, c'est que quelqu'un dans l'organisation n'a pas eu le courage de dire à son équipe, je prends pas de stylo parce qu'en fait, à l'île Maurice, si on les importe, machin, le stylo va nous coûter 200 €, c'est débile. Bah, bien sûr. Donc on les prend pas. Et au lieu de dire ça, il a préféré dire, c'est le board qui veut pas. Ouais, ok. Et donc en fait, tu te retrouves avec comme ça. Et donc c'est pour ça que j'essaie de pousser dans l'organisation en disant, quand quelqu'un, ça vient d'où? Pourquoi? C'est quoi la logique? C'est la plus grosse crainte en tant que dirigeant et du coup, le plus gros risque dans une boîte, c'est la communication. C'est un des risques principaux auxquels tu dois faire face. C'est oui, et c'est d'être le gardien d'être le gardien du temple des valeurs. J'ai un autre exemple sur l'indépendance. Bah, parle-moi des valeurs. L'indépendance, c'est une valeur socle chez nous. Ok. On a 5 valeurs, dont l'indépendance qui est la valeur socle, parce qu'on considère que être indépendant, c'est ce qui nous permet d'être maître de notre futur. De s'émanciper. Et voilà. Et ça, c'est devenu tellement évident pour nous qu'on a arrêté d'en parler parce que c'est devenu un ADN naturel. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte, il y a quelques temps, que pour une partie de nos gens, de nos équipes, l'indépendance, ça voulait dire je dois travailler de façon seule, autonome, sans personne. Donc c'est solitaire. Et tu te dis, mais c'est pas du tout ce qu'on avait mis. Ouais, mais celui qui dit je suis indépendant parce que je peux faire ce que je veux, je bosse seul de chez moi, ça n'a rien à voir à la valeur. Et en fait, parce qu'on a arrêté de le dire, parce que ça devenait pour nous naturel. Que les gens l'ont interprété à leur Exactement. Et donc en fait, voilà. Donc si je te prends une image, finalement, je crois que l'image de ma vie, c'est celle-là, en tant que dirigeant. C'est les assiettes chinoises, tu sais, au cirque. Voilà. Avec le petit bâton là. En fait, tu as un truc, bon, ça c'est bon, c'est réglé, tu passes à la suite. Ah, il faut revenir. Et il arrête de te. Ouais, ok, je vois. Et au passage, parce que tu me posais tout à l'heure la question sur le coaching, le management. Ouais, bah ouais. La question, c'était justement, est-ce qu'aujourd'hui, en plus, on en a parlé un peu, capitaine versus entraîneur, mais est-ce que justement, en tant que dirigeant, tu dois faire du coaching ou du management? C'est quoi la diff, quoi? En fait, la capacité à onboarder des équipes qui sont jeunes est indissociable du niveau de formation que tu vas faire. Okay. Et par formation, pour moi, la définition du bon coach, c'est celui qui va expliquer ce que tu dois faire, qui va t'expliquer pourquoi tu dois le faire, à quoi ça sert, qui va te montrer comment tu le fais, qui va te regarder le faire. Et qui va te faire des retours. Et après, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, il va revenir voir comment tu le fais, parce que les assiettes chinoises, sinon, elles se cassent la gueule. Okay. Et ça, c'est la base du bon coaching pour moi, qui consiste à aller former quelqu'un à faire quelque chose. Ensuite, quand tu recrutes des gens qui sont des gens brillants, des talents, ils vont ensuite rajouter leurs pattes, leurs touches. Ils vont rajouter quelque chose qui va faire progresser l'organisation, le process, l'entreprise. Mais le minimum syndical, c'est leur transmettre ce que toi, tu sais faire correctement. Ça, c'est du coaching. Le management, c'est pas la même chose. Le management, c'est de te dire, c'est de s'occuper de toi. C'est comment tu vas, comment ça marche, etc. Donc c'est plus ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, il y a une confusion pour moi entre ces deux sujets-là. Un qui est un sujet de formation, de coaching, d'apprentissage, de transmission, et un autre qui est un sujet management. Et si tu ne fais que le management, c'est catastrophique parce que tu oublies toute la partie de transmission. Alors, dans certaines boîtes, elle peut être écrite, la culture, ou les process, les outils, etc. Et donc, tu la transmets de cette façon-là. Mais il faut qu'elle soit matérielle. Et même si elle est écrite, ça n'empêche quand même que ce travail de « je t'explique ce que tu fais, je t'explique pourquoi tu le fais, je te montre comment le faire, tu le fais devant moi. » Voilà. Pourquoi chaque étape est importante? Bon, l'explication, tu la comprends. Voilà. L'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si tu n'as pas compris pourquoi tu fais les choses, tu les feras jamais. C'est sûr. Il y en a, alors, je me permets. Bêtement. Moi, ben voilà. Mais moi, je sais, à titre perso, lors de mes entretiens, même en stage, je leur disais, je suis pas un robot. Tu m'expliques pas. Enfin, si je comprends pas l'intérêt, je vais l'oublier en fait. Je vais pas accorder d'importance. Ce qui est vrai pour la majorité des gens. Ouais. Okay. Ce qui est vrai pour la majorité des gens en fait. Je pense qu'il y en a qui aiment bien avoir un cadre. Tu sais, se mettre parfois. Il y a des métiers un peu en mode robot, quoi, en mode. Moi, je crois que quelle que soit la tâche et le niveau de complexité de la tâche, tout le monde a envie de comprendre ce que tu fais sert à quelque chose et pourquoi tu le fais. Okay. Pour moi, c'est assez fondamental. Et l'erreur d'ailleurs qu'on fait, c'est justement de se dire, c'est pas une tâche bien importante, c'est pas grave. Je vais te prendre un exemple. Ici, tu as ton setup, ton système. Demain, tu vas avoir un monteur qui va le faire. Tu peux te dire que monter le truc à cette hauteur, etc., bon, ça va, c'est une tâche facile. Si tu lui expliques pourquoi c'est important pour toi,
Parce moi, que j'ai le visu parce que du tu as une monteur fois derrière. eu un podcast Mm, où ton truc est tombé mm. et que du coup, tu as perdu l'enregistrement et que le type avec qui tu as enregistré, du coup, il n'était pas content ou il a perdu son temps, etc. Tu lui as fait prendre conscience de l'importance de s'attacher à lui qui consiste à visser ce truc-là que toi, tu pourrais aussi te dire que c'est pas très important. C'est pas vrai. Tous les gens ont une tâche qui, dans l'organisation, est importante. Et il faut qu'on leur explique pourquoi. Comprendre cette importance. Ensuite, le montrer. Montrer, c'est parce que si tu montres, ça veut dire que toi, tu sais le faire Mhm. et que tu montres que c'est possible de le faire. Et donc, tu rends l'impossible possible. Si je t'explique, par exemple, que en 2 heures, moi, je suis capable de récupérer une centaine de noms de prospects à aller prospecter, tu m'as vu faire, tu sais que c'est possible. Si je te montre que si j'appelle 10 clients, enfin 10 prospects, j'aurai 4 rendez-vous, je te montre que c'est possible. Sinon, tu me diras, non, mais il faut en appeler 100 pour avoir un rendez-vous. Voilà. Ok. Si je te montre que tu peux courir 100 mètres en 10 secondes, tu sais que c'est possible. Bon, moi, je peux pas. Mais t'as compris la mécanique. Encore Hussein. Non, c'est pas possible. Ou le joueur, le Sud-Africain au rugby qui a bloqué son Ah oui, camarade de alors. jeu qui a effectivement fait le 100 mètres en 2 secondes. Je me suis dit, il est en train de parler de l'arbitre là encore. Non, pas du tout. Enfin, que l'arbitre n'a pas vu d'ailleurs. Donc voilà, donc si tu veux, voilà. Et après derrière, le fait de le faire devant moi, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui permet de se rendre compte de ce que tu fais qui est différent de ce que tu penses faire. Est-ce que souvent on surestime, on sous-estime notre capacité ou on surestime la tâche typiquement, cette semaine, je veux, je sais pas, 4 rendez-vous clients. Bah, en fait, toi, dans ta tête, ça te prend que 10 calls à sourcer, mais la personne se dit qu'il faut en faire 100. Est-ce que tu surestimes du Mais coup si je te le montre et que tu le fais devant moi, Non, non, avant que tu me la montres. il n'y a du plus de coup. sujet. Ouais, bien Il sûr. n'y a plus de sujet Ok. puisque je t'ai montré que c'est possible. Si je te montre que tu peux enchaîner 30 jongles de suite, tu sais que c'est possible. Ouais, bien sûr. Et donc, à partir du moment où ça devient faisable. Après, enfin, je pense à un truc. Là, enfin, je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai ma CM et je lui ai dit, tu feras des erreurs et c'est comme ça que tu comprendras l'importance de faire attention à chaque détail. Mais je prends un autre extrême, totalement, qui est perso et émotionnel. Pas à moi, mais pour d'autres personnes. Des personnes qui sont en surpoids, qui voient beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux montrer le avant-après et te montrer que c'est possible. Il y a 2 choses qui se passent. Il y en a qui peuvent être inspirés et à l'inverse, ça peut avoir l'effet négatif. Il y en a qui vont se dire ok, mais c'est pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, on est Parce très qu'il y a dans une question de l'émotionnel. il y a une question de proximité. Ok. Si par contre, Mais donc, c'est important que toi, en tant que dirigeant, c'est ton quand tu meilleur le pote, montres, si par contre c'est ton meilleur pote qui te dit tiens regarde, j'ai arrêté les pâtes et le pain et j'ai perdu 7 kilos en 3 mois, tu le vois parce que tu l'as vu faire, en disant Mm. bah, tiens regarde, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait et comment je Essaye, suis à le faire et on va le faire ensemble. ouais, Et on va le faire ensemble, c'est ça la différence. C'est le pouvoir de faire ensemble, mais en fait, c'est ça que j'avais pas bien compris quand tu es en train de m'expliquer, de montrer en tant que dirigeant à ton tu projet. le fais devant moi, je le Et fais on devant fait toi, tu le fais devant ensemble, moi. donc on est ensemble dans la team et ok. Et je compte presque même sur toi, ton expérience, que après que tu aies bien pris la main, tu puisses m'apprendre des choses et apporter ta patte. Exactement. Ouais. Mais ce que tu retrouves dans n'importe quel sport, où avant d'être Zidane et d'inventer des mouvements complètement dingues au foot, il a enchaîné 200 000 jongles, quoi. Bien sûr. En répétant les mêmes gestes, les mêmes mouvements. D'ailleurs, il y avait une pub comme ça, je crois c'était Evian, les mêmes gestes, le même truc, là c'est moi chaussure. D'abord etc. la chaussette C'est de ça, gauche, d'abord la chaussette. Ouais, exactement. C'est exactement. toujours la gauche. C'est ça. Donc, Il en y a a fait des cette- belles, des pubs. ouais, il y a cette mécanique de répétition qui te crée une base et un socle. Et une fois que tu maîtrises tes bases, là, tu peux aller créer, inventer, apporter ta touche. Et là, pour le coup, ce qui est magique, Mm. c'est que tu te retrouves avec des équipes où tu leur as donné tout ce que toi, en tant que personne ou organisation, tu sais faire. Et eux vont apporter quelque chose. Et là, bah, les élèves dépassent le maître. Et c'est comme ça qu'une entreprise, elle grandit, quand on arrive à former des gens qui vont être meilleurs que soi. Mais pour les former meilleurs que soi, il faut déjà leur donner tout ce qu'on sait faire de bien et essayer de pas trop leur donner nos défauts. Ce qui n'est pas si facile si on n'a pas conscience de conscience de nos défauts. J'aimerais te parler de différentes petites choses. On a beaucoup parlé d'humain. Je vais aller straight to the point. C'est quoi ta plus grande fierté en tant qu'entrepreneur au quotidien? C'est quoi la chose qui te rend la plus fière déjà? Me dis pas l'argent. Non, c'est... moi, je suis fier de voir les parcours de gens qui sont chez nous et qui sont rentrés il y a longtemps dans l'organisation.
Je sais que tu as un exemple en tête. Si tu Et peux j'en me donner. ai plein d'exemples. N'hésite pas à nous en donner un, juste qu'on comprenne ce que c'est que de miser sur des jeunes et les garder derrière. Ah, mais j'en ai plein qu'on a à plein d'endroits. On a Clément Meumin qui est le patron aujourd'hui de toute l'Amérique du Sud, hein, qui font des performances super en ce moment avec toute son équipe. Là, Clément, il doit avoir, il a entre 33, 34 ans, un truc comme ça. Il a commencé chez nous en sortant de l'école. Ok. Il a monté des belles activités à Paris. Il est parti ensuite en Colombie avec une phase de résilience qui était assez remarquable. Il a fait confiance à l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un des vice-présidents du groupe. C'est assez génial. Et dans ses équipes, il a Daniela qui est en Colombie, qui était en Italie chez nous, qui a démarré en sortant de l'école. Il a Kenny Salou qui a démarré en Bretagne, je crois, sortant de l'école, qui est le patron du Mexique maintenant. Avant, c'était le patron du Chili, on avait 100 personnes. Ophélie au Chili, je sais pas, Ophélie, elle doit avoir peut-être, je sais pas, 25, 28 ans, un truc comme ça. Geoffrey Edelm, j'en ai souvent parlé, qui est le patron du Brésil, qui a démarré en sortant de l'école. Voilà, donc si tu veux, l'Amérique du Sud est un exemple assez fantastique. Et on parle pas d'une PME, quoi. On parle d'une belle boîte qui opère au Mexique, au Chili, en Colombie, au Brésil. On a peut-être, je sais pas, peut-être 800 personnes là-bas en tout. C'est un hasard que beaucoup d'entre eux soient français ou francophones, si je fais un peu de... Daniela Roldan, elle est italienne. italo-colombienne, je crois. Ok. Mais les autres... Les autres, non. C'est C'est un hasard. En fait, je me pose pour votre culture aussi d'aller à l'international. C'est une question de vivier historique. C'est que là, C'est- on prend des exemples de gens. Non, mais... Mécaniquement, on a démarré en Suisse. Ok. Ensuite, on a ouvert l'Espagne. Ok. Après, la France, la Belgique. Donc, historiquement, mécaniquement, on a une partie de talent au début de l'entreprise qui était dans ces pays-là. Donc, forcément, Clément, ça doit faire 11 ans qu'il est dans le groupe. Si je prends Thomas Buck, qui est dans les équipes aujourd'hui, qui est le patron de l'audit du groupe, qui a démarré chez nous il y a 11 ans, là, c'est des chouettes parcours aussi, ça. Donc, on a plein de gens comme ça qui ont eu des chouettes parcours et qui sont rentrés chez nous. Je crois de mémoire, sur le top 200, je crois que c'est 22% des gens qui ont démarré en stage ou en début de carrière chez nous. Incroyable. Et je le rappelle, vous recrutez 4000 personnes, c'est ça, sous la prochaine année. Ouais. Donc, à vos candidatures. Je continue là-dessus. On a parlé de la plus grande fierté, on a parlé de ton rôle de CEO de l'humain. J'aimerais revenir à la genèse, quand l'iPhone est sorti, en 2007. Pourquoi? Tu nous as dit que c'était un problème que tu voyais de chez toi auquel tu n'arrivais pas à répondre. Donc, tu t'es dit, je vais créer donc Amaris avant de... Avant Mantou, ouais. Exactement. Pourquoi tu as pris tu vois, t'as pris ce saut là où beaucoup diraient, attends, chacun sa place, je suis pas un entrepreneur, encore une fois, tu vois. Alors déjà c'était pas la première entreprise que j'ai créée. Ok. Donc moi j'ai d'abord été intrapreneur dans la première entreprise dans laquelle je t'en prie. Donc j'ai d'abord été intrapreneur dans la première entreprise dans laquelle j'étais et ça m'allait très très bien et j'en suis parti parce que là encore on m'a demandé de faire des choses qui me convenaient pas en termes de valeur, ça me plaisait pas. Notamment parce que l'entreprise était cotée en bourse et qu'on faisait n'importe quoi à cause de ça. Ensuite, derrière, j'ai été entrepreneur en association avec un groupe. Et là, j'en suis parti aussi parce qu'en termes de valeur, on tolérait un certain nombre de choses que moi, je trouvais inacceptables. Voilà. Mais fondamentalement, si ces entreprises-là n'avaient pas eu ces dérives-là, je serais resté, j'aurais été très content en fait. Ça m'allait très bien. J'ai laissé un cadre... En fait, non mais ça rejoint exactement ce que tu as dit. Tu adores les crises et dans les moments où beaucoup de gens pourraient voir des choses négatives, tu vois des opportunités. Donc à chaque fois que tu t'es dit, ok, j'essayerai dans la main avec ce groupe pour monter et faire de l'entrepreneuriat, en fait, même si les plans changent, en gros, tu as gagné, quoi. Tu es déjà en fait en train de te projeter en tant qu'entrepreneur presque. Et c'est comme ça que tu l'es devenu. C'est vrai que le rôle du dirigeant, c'est effectivement d'anticiper le futur en permanence, d'essayer de... Ouais, mais 3 expériences avant, je t'aurais parlé de Mentou, tu m'aurais dit no way. Non, enfin vraiment, moi je suis toujours content de ce que je fais, donc ok. J'étais content. Voilà, je dis on verra, quoi. Jusqu'au moment où tu te dis, ouais, mais là par contre, on me demande de faire des choses avec lesquelles je suis pas ok, quoi. Je suis juste pas ok, donc il faut que je trouve une autre configuration. Bah, typiquement, bon, tu nous as parlé de ton petit troisième qui a 18 ans, qu'on salue. Salut Mathieu. Salut Mathieu, c'est ça? Ouais, Mathieu. Mathieu en Espagne, à l'IE. Ouais. Je crois. Bon, il va avoir trop de fans là, je ne vais pas donner l'adresse. C'est quoi le conseil que toi, t'aimerais... Je dis ça parce qu'avec ses enfants,
c'est toujours particulier. On a envie de leur donner le plus d'armes tout en ce que, enfin, je pense, hein, tout en ce qu'ils se construisent eux-mêmes. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais si demain il te parlait d'entrepreneuriat, là, à 18 ans? C'est quoi le conseil le plus sous-coté que tu voudrais lui adresser? Vraiment le contraire de ce que tout le monde te dira, c'est réfléchis bien si tu as envie d'être entrepreneur ou si tu veux faire des projets et que tu as l'esprit d'entreprendre. C'est deux choses différentes. Voilà, vraiment. Et confonds pas. Parce qu'aujourd'hui, l'image sociale, la pression sociale, c'est l'entrepreneur, c'est l'alpha et l'oméga. En fait, pour plein de gens, ça les rendra malheureux. Vraiment. Et je sais que j'ai pas un discours qui est très standard, alors que pourtant, je suis entrepreneur, mais je suis entrepreneur, j'ai une activité d'investisseur par ailleurs dans beaucoup de startups. Mais en fait, la réalité, c'est que beaucoup de gens viennent chercher une solution à un problème, et pour beaucoup, ça ne sera pas la bonne solution. Et ils seront malheureux. Donc le conseil, c'est réfléchis, est-ce que tu veux être entrepreneur ou est-ce que tu veux faire des choses? J'en ai parlé avant-hier avec quelqu'un chez nous en disant, voilà, est-ce que c'est le job que tu fais, tu ne l'aimes pas? Ce job-là, tu continues à le faire parce que c'est ton image sociale qui te pousse à le faire, mais tu serais plus heureux en faisant autre chose. Est-ce que tu n'as pas l'impression, je viens du milieu de la finance, je t'en parlais avant, est-ce que tu n'as pas l'impression que nos générations, donc moi je te disais, j'ai 29 ans et les gens qui sont un petit peu plus âgés que moi, ont choisi principalement leur job, et je vais aller plus loin, presque les parents nous ont envoyé cette image de se dire, choisis un job, évidemment pour avoir une bonne situation, mais eux-mêmes, cette situation est reflétée par la société, donc c'est l'image sociale que tu renvoies. Forcément que ça... On était un peu matrixé par ça, quoi. Oui, bien sûr. Okay. Après, en tant que parent, ce que tu essaies de faire pour tes enfants, moi j'en ai 4, tu essaies de faire en sorte qu'ils aient le choix, en fait qu'ils aient le plus de choix possible, et donc qu'ils gardent les options ouvertes le plus longtemps possible, et les études supérieures étant un bon moyen de faire ça, parce qu'en fait, plus tu gardes ouvert, plus tu auras de choix ultérieurement, c'est tout. C'est ce que tu essaies de faire avec tes enfants, enfin en tout cas moi. Ça t'étonnerait, parce que on a un petit peu parlé en off, et je crois aussi que ta conjointe est un peu indépendante, en tout cas libre, comme on en parlait tout à l'heure, non pas solitaire. Ouais, elle est entrepreneur dans son domaine. Voilà, ouais. C'est ça. Ça t'étonnerait qu'un des 4 devienne entrepreneur plus tard? Aujourd'hui, ils ont envie ils ont cette fibre. Ils ont envie d'être dans le business, les 4. Voilà, ils ont envie d'être là. Ils nous ont vus heureux en entreprenant. Ma femme, hier, c'était son gala, et elle a récolté, je crois, pas loin de 300 000 euros d'un projet qu'elle a lancé il y a 9 ans, qui est une association qui s'appelle Hope, et qui aide les femmes qui ont eu un cancer. Et donc, c'est de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il n'y a pas de dimension financière en dehors de la levée de fonds. Ouais, mais quand même, du coup, c'est la même chose. C'est tu as un projet, tu as une idée, tu le mets en fonction. Voilà, quand il y a 2 ans, c'est tiens, je vais faire son gala, ça semblait assez dingue. Hier, il y avait 220 personnes. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est tu imagines un futur et tu fais en sorte qu'il se réalise. Et c'est ça. Mais ce futur-là, c'est l'esprit d'entreprendre. Entrepreneur, c'est un autre sujet. Ma femme a l'esprit d'entreprendre. C'est pas la même chose que d'être entrepreneur. Toi, tu as les deux? De facto, l'esprit d'entreprendre, oui, bien sûr. Oui. Et entrepreneur, oui, oui. Ok. On va terminer, et ça va être ma dernière question. Moi, je dis ça souvent, il y a une petite question bonus qui arrive. Board member, vivant, mort, fictif ou réel. Est-ce que tu l'as ou pas du tout? Bon, alors... Ça peut être Mathieu, hein. C'est facile. Non, c'est assez facile. C'est n'importe quelle personne capable de voir le futur. Non, c'est aussi simple que ça. Si quelqu'un est capable de voir le futur, n'importe quelle personne, non, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas Magneto dans X-Men, il ne voit pas le futur. Je sais pas. Plus sérieusement, moi, j'ai du mal avec le principe du board member ou de l'advisor. D'ailleurs, si nous, on avait écouté des board members, le groupe n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup plus au fait d'aller voir plein de gens différents pour se faire son avis à soi, en allant voir plein de gens, en allant voir plein de modèles, en étant curieux, en regardant tout. Je trouve ça bien plus efficace qu'un board member ou un advisor qui forcément a des filtres, des biais, et c'est pas quelque chose qui me convient. D'ailleurs, on n'en a pas. Non. Je dis pas qu'on en aura... Vous n'avez pas de board member. Okay. Mais vous avez un board. Alors, on a une direction d'entreprise, qui sont des gens, mais on n'a pas de board externe de l'entreprise. Je dis pas qu'on n'en aura pas à un moment... Je dis pas que... On passe beaucoup de temps
aller voir des gens. Bien sûr. Je dis pas qu'on ne fera pas à un moment un workshop en faisant venir un panel de différentes personnes pour enrichir une réflexion. Mais moi, je crois fondamentalement à la capacité. Je préfère que chaque personne aille voir plein de dirigeants, d'artistes, de sportifs, etc., pour se faire sa propre idée. Parce que quelque part, en vrai, si tu veux réinventer les choses, si tu veux les faire différemment, tu ne peux pas écouter exactement tout ce qu'on te dira. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il te faut quand même un socle pour innover par-dessus, par exemple. Exactement. Et apporter ta Donc, patte. Voilà. Donc, tu vas voir plein de gens, tu vas voir plein d'entreprises, tu regardes, tu prends ce qui est bien, et ensuite, tu fais ta recette de cuisine. Mais par contre, tu n'as pas un chef au-dessus de toi pendant que tu fais ta recette de cuisine qui te dit non, mais là, il faut faire comme ça. Moi, je crois à ça. C'est très personnel. Non, c'est une très bonne réponse. Parce qu'en général, quand on botte en touche, je dis ah, donnez-moi, mais quand la réponse répond totalement à ce que moi je veux, c'est-à-dire en fait dire que tu es CEO, mais tu ne sais pas tout de tout, tu peux pas être expert sur tout. Ah non, et il y a bien des moments où tu as besoin d'aide externe. Je pense que tu nous l'as bien expliqué. Bon, c'est la question bonus. Et oui, mais après, quelque part, si tu recrutes bien, si tu veux, tes équipes, dans tes équipes, tu as les gens qui ont la compétence que tu n'as pas. Hein. D'ailleurs, non, mais je dis même aller prendre des cafés avec des personnes, juste aussi networker, mais tu peux le faire aussi en interne si tu les as bien recrutés. Et puis surtout que tes équipes en interne fassent ça. Entre elles. Et du coup, 1 + 1 = 3. Et à l'extérieur surtout. Et à l'extérieur surtout. Et ça c'est dur à insuffler, ça fait partie de la culture, des valeurs. Etc. Oui, ça fait partie des choses où effectivement, comment former un comité exécutif à aller se faire un carnet d'adresses et un réseau, non pas pour l'aspect réseau de business, mais pour la curiosité que ça génère. Et c'est pas juste des gens, mais c'est pas que ça, c'est aussi ce que tu vas lire, c'est les news que tu suis, l'actualité, c'est tout. En fait, c'est comment tu t'enrichis, comment tu t'imprègnes. Ça peut être de l'art, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est là on repart sur management et coaching. Tout à l'heure, il y avait un truc que je voulais dire, mais c'est un peu ça, c'est aussi cette recherche de malgré que tu fasses bien ton travail et les tâches qu'on t'a données, c'est aller atteindre un plein potentiel, une meilleure performance, etc. Complètement. Alors, Premier, j'ai dit Alors, pour le coup, on le disait souvent chez nous, quand tu fais bien le job, c'est pas d'amener tout le monde pour être directeur, dirigeant, patron, tout ce que tu veux. C'est d'amener chacun à 110% de son potentiel. Si tu fais ça, qu'ils soient dans leur bonne place. Bah ouais. Je termine parce que je vais me faire taper dessus par Benjamin que je salue, mais c'est pas grave. Allez, dernière question promis, c'est la bonus. T'es investisseur et quand j'ai commencé à te poser des questions, tu me dis oh mais tu sais moi je le laisse en gestion, j'ai quelqu'un full time qui le fait. Sauf que bon, t'investis dans des boîtes risquées. Bon, je veux pas les citer pour toi, mais t'en as cité des belles déjà. C'est quoi l'intérêt derrière ça si t'es pas si actif que ça dessus? Je crois que ça participe de la même chose. Il y a à la fois rendre quelque part ou faire avec des entrepreneurs ce que probablement je lui aimais qu'on fasse avec moi, qui est d'une façon ou d'une autre de soutenir, que ce soit financièrement en termes de conseils d'aide. Et puis il y a autre chose. Je te disais, le rôle du CEO, c'est capteur de tendance, quoi. C'est le radar. En fait, quand tu vois des startups, des jeunes entrepreneurs, tu vois des choses qui se font, des idées nouvelles, des fonctionnements nouvelles. Ça, c'est utile dans mon job au quotidien. Voilà. Donc, quand je vois donc Bruno qui s'occupe de mon fonds d'investissement, mon fonds de venture à Onia, Bruno me dit tiens, il faut que tu vois là les dirigeants, c'est vachement intéressant. Voilà. Ça, ou alors quand les dirigeants me disent on aimerait bien te voir parce qu'on voudrait avoir des conseils sur tel ou tel sujet, qui est une façon aussi pour moi d'échanger sur des problématiques et de me dire tiens, je sais pas, la structuration d'une startup qui aujourd'hui fait 100 personnes sur sa mécanique commerciale, en même temps que tu vois ça avec eux, tu vas te rendre compte des outils qu'ils ont mis en place, des façons nouvelles de prospecter, etc. Ça t'inspire pour ton groupe derrière. Voilà. Ok. Oui. D'ailleurs, je crois, Bruno, c'est ça, tu disais la trentaine, plus de 10 ans dans le groupe. Ouais, 33, je crois. Voilà. Non, mais la boucle qui se boucle. Un grand merci, Olivier. Merci. T'as passé un bon moment. Excellent, c'était très sympa, merci beaucoup. Bon, merci à toi, merci pour ton authenticité, ta transparence dans tout. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous remets le lien, évidemment, si vous voulez apply et rejoindre Men2. Man2. Putain, merde. Humanité aussi. La baseline, c'est Tomorrow is Human, Man2. Voilà, j'arrête là parce que je vais encore dire des bêtises. Un grand merci à toi, Olivier. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci.
Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!